Notre édition spéciale continue, débat 100% politique dans un instant entre des représentants des quatre principales familles, le Rassemblement National, le Nouveau Front Populaire, le camp présidentiel et le parti LR, les Républicains. On les attend notamment sur la question des alliances, des désistements et pour lancer cette confrontation en détail, justement les consignes de vote avec Jérôme Ravier. Un appel au Front républicain en ordre dispersé. Côté PS et écologiste, aucun doute, il faut se désister quand il y a une triangulaire où le candidat du NFP est arrivé en 3e position avec le risque d'une victoire de l'extrême droite. Mais du côté de LFI, il y a une légère divergence. Lorsque le Rassemblement National était en première position et que nous étions les candidatures du Nouveau Front Populaire en 3e position, nous retirions notre candidature. Ainsi, Gérald Darmanin, qui est arrivé en tête à Tourcoing juste devant le RN, aura bien un candidat LFI face à lui, rendant sa réélection plus incertaine et la consigne moins lisible nationalement. Une confusion également entretenue du côté des macronistes, où Gabriel Attal a formulé la position de son camp hier soir. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement National face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Une formule qui peut laisser ou non la place à certains élus LFI dans ce camp républicain, manière de dire que ce serait au cas par cas. François Ruffin dans la Somme a ainsi obtenu le désistement de la candidate macroniste, mais pas le tumultueux Louis Boyard dans le Val-de-Marne qui devra donc faire face à une triangulaire. Côté allié de Renaissance, Édouard Philippe a édicté une règle plus stricte pour ses troupes. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement National, ni sur ceux de la France Insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales. Des candidats Horizon se maintiendront ainsi au risque de faire élire des candidats RN. D'autres maintiens en lice paraissent encore plus surprenants, comme celui de la ministre issue du Parti radical Dominique Faure, arrivé en 3e position, derrière un socialiste et une candidate du RN, mais qui refuse de se désister malgré un risque de victoire de cette dernière. Du côté des élus de droite qui n'ont pas suivi Éric Ciotti dans son alliance avec le RN, la consigne est de ne pas en donner, même si certains, comme François-Xavier Bellamy, ont évoqué un péril plus grand en cas de candidat de gauche face au RN. Le RN dont le patron Jordan Bardella ouvre grand les bras et qui pourrait même favoriser certains LR. Nous allons étudier chaque circonscription au cas par cas. Le bureau exécutif sera amené peut-être à prendre un certain nombre de décisions si nous devons faire barrage à une possible victoire de candidats de la France Insoumise et de l'extrême gauche. Nous allons regarder tout cela au cas par cas, évidemment pas à la faveur de M. Macron. 50 nuances de front républicain en fonction des partis, des situations locales et des convictions des candidats, avec sans doute de très nombreuses circonscriptions qui se joueront entre 3 candidats encore en lice. C'est le débat politique de Sens Public et je vous présente mes invités. Mathieu Vallet, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes député européen du Rassemblement National. Yann Chantrel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur socialiste des Français établis hors de France. Martha de Cidrac, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR, les Républicains des Yvelines. Et François Patria, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur RDPI, majorité présidentielle, ou en tout cas camp présidentiel de la Côte d'Or. Je vous propose une réaction pour démarrer, pour lancer ce débat, celle du vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. C'était sur France 2 ce matin. On parle de l'hypothèse d'une majorité relative à l'Assemblée. Écoutons. Il faudra bien entendu regarder la façon dont l'Assemblée nationale s'organise, car il y a évidemment aujourd'hui 3 blocs, mais on le voit, il peut y avoir des députés qui aujourd'hui, sans être dans notre alliance avec Éric Ciotti, pourraient quand même vouloir que l'Assemblée ne soit pas bloquée et nous amener en tous les cas une voix pour ne pas voter la censure ou voter le budget. Donc il faut regarder la configuration. Et si on comprend bien Sébastien Chenu, Jordan Bardella serait finalement prêt à gouverner, même sans majorité absolue. Mathieu Vallet, est-ce que vous avez fait le deuil d'une victoire totale ?
Non, l'objectif, ça reste de convaincre les Françaises et les Français qu'il faut une majorité absolue, à minima 289 députés dimanche, parce que pour gouverner, pour faire passer des projets de loi et aller vite sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la sécurité, il faut qu'on puisse avoir une majorité absolue. Ensuite, effectivement, il y a les députés candidats du Rassemblement national, dont 39 ont été élus dès le premier tour, je les salue, donc M. Chenu, et vous avez effectivement aussi les alliés de M. Ciotti qui a fait l'unité nationale avec nous, et puis effectivement, il faudra voir quels sont ceux qui, avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, veulent s'associer à nous pour redresser le pays, pour remettre le pays en ordre et pour faire passer ces projets de loi. Je pense par exemple aux factures d'électricité, à la baisse de la TVA sur le fuel, sur le gasoil. Et là, vous allez regarder vers qui ? Vers les autres LR ? Oui, parce que je pense que les LR, j'ai beaucoup de respect pour les Républicains. D'abord, quand j'étais syndicaliste policier, j'ai énormément travaillé avec eux sur les questions de sécurité qui les passionnent. Et ensuite, on se retrouve sur beaucoup de sujets. Mais se retrouver sur l'essentiel, c'est pas se ressembler sur tous les sujets. Mais en revanche, quand l'avenir du pays est en jeu, je pense que l'essentiel qui est la France doit nous réunir. Martha de Cidrac, cette digue effritée, elle va tenir d'après vous le 8 juillet ? Mais elle tient déjà, elle tient toujours. Observez bien ce qui se passe dans mon département. Dans les Yvelines, nous avons partout eu des candidats modérés. Je préfère utiliser ce terme-là. Évidemment, ils ne sont pas pour un certain nombre, enfin pour la majorité d'entre eux au second tour. Et on a éventuellement un candidat qui pourrait éventuellement se maintenir. Mais la digue reste toujours là, elle est toujours là. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre entre ceux qui sont restés dans ce que sont en fait les valeurs du parti auquel moi j'appartiens et d'autres qui sont partis dans d'autres partis. Mais je n'ai pas entendu d'appel à voter contre le Rassemblement national au second tour de la part des dirigeants LR. Avez-vous entendu aussi des appels pour que l'on vote pour le Front populaire ? Est-ce que non ? Non plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un nini. Je crois qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires mérite d'être entendu. Et je pense qu'il faut laisser chaque Français, aujourd'hui, moi personnellement, j'ai beaucoup de respect pour le vote des Français. Je pense qu'aujourd'hui, le message qu'ils nous ont envoyé, c'est « vous ne nous avez pas écoutés ». Et je crois qu'il est important aujourd'hui que nous les entendions. Et quel que soit le candidat qui se présente aujourd'hui au second tour, je pense qu'il mérite absolument qu'il se défende avec ceux qui croient dans ses convictions. Yann Chantrel, le nouveau Front populaire et la deuxième force politique du pays, après le premier tour. Dans votre famille politique, on se prépare à quoi ? À devenir les premiers opposants du Rassemblement national à l'Assemblée ? Déjà, dans un premier temps, nous avons pris déjà nos responsabilités, sans aucune ambiguïté, dès le soir du résultat. C'est effectivement de faire barrage, pas être dans un nini, pas être dans l'ambiguïté comme ma voisine, et qui l'honore pas, parce que nous, quand il a s'agit de faire barrage, je peux vous dire que c'était à l'opposé de nos idées politiques. Moi, j'ai voté pour Jacques Chirac, je peux vous le dire, je le soutenais pas. C'était justement pour faire barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, vous avez au sein de votre Front populaire des courants très antagonistes, M. Chantrel. Bien extrêmes aussi. Vous parlez au passé, je parle au présent, M. Chantrel. Ça n'honore pas votre famille politique qui n'a de républicain que le nom à l'heure actuelle. Et ça n'honore pas le président du Sénat, d'ailleurs, qui a pris également la même position que madame. Donc, et également un certain nombre, je parle à M. Patria, de la majorité, une sorte d'ambiguïté. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne tient déjà plus ses troupes parce qu'on entend des gens qui disent il faut faire un barrage strict. Et il y en a d'autres qui font en fonction, ils font un peu leur magasin. Donc, nous, on est clair. À l'heure actuelle, il y a eu un certain nombre de désistements. À l'heure où je vous parle, on en est à peu près à 172 à l'heure actuelle. Oui, 122 nouveaux fronts populaires. Une cinquantaine pour Renaissance et 2 qui viennent de la famille LR. Donc il en reste encore 150 pour lesquels il faut faire barrage. Parce que les gens qui ne font pas barrage seront les marchepieds, seront les responsables s'il y a une majorité Rassemblement national d'extrême droite dans ce pays. Il faut qu'ils en aient conscience quand même. Je vous donne la parole tout de suite, mais d'abord on écoute le Premier ministre Gabriel Attal, qui est certainement celui qui a eu le discours le plus clair quand il dit « aucune voix pour le Rassemblement national ». On l'écoute. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Emmanuel Macron a réuni ses ministres ce matin. Finalement, c'est quoi la consigne en cas de duel RN, Nouveau Front populaire, et même, soyons plus précis, RN Insoumis, et même, soyons plus précis, RN Insoumis
mélenchoniste. Est-ce que vous appelez à voter pour un nouveau Front populaire mélenchoniste pour faire barrage au Rassemblement national? Écoutez, d'abord, le risque d'une majorité absolue au Front national, au Rassemblement national, est réel dans ce pays. Face à cette menace réelle, qui existe vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas nous faire le procès d'être laxiste en la matière et de ne pas vouloir faire barrage au Front. Le message de l'Élysée hier soir, c'est le même, mot pour mot, que celui, je ne vois pas où il y a une différence entre ce que dit le président de la République et ce que dit Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Gabriel Attal, pardon. Donc, aujourd'hui, notre message, c'est barrage et faire retirer les gens. Je le dis à Yann à l'instant, dans la région où j'ai un peu de responsabilité. Madame Fadila Katabi s'est retirée, Benoît Borda s'est retiré, partout on se retire partout, sauf, je vous le dis madame, dans le Doubs, madame Genevard est en difficulté. On a un candidat que nous retirons immédiatement, parce que là, un Rassemblement national très dur contre elle et qui peut gagner. Et dans le même temps, M. Platré ne se retire pas à Châlons. Il se maintient dans une quadrangulaire. Et vous trouvez que c'est responsable, alors qu'on l'a fait aussitôt? Vous trouvez que c'est responsable? Laissez les gens choisir comme ils veulent. Monsieur Patria, trouvez-vous que c'est vraisemblable d'avoir dissous l'Assemblée? Non, mais moi, sincèrement, je pense que les Républicains n'ont vraiment pas de leçon à recevoir. Sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mais je ne peux pas continuer à entendre des choses quand même. Le problème n'est pas de savoir si la dissolution... Aujourd'hui, on demande aux LR modérés d'être les juges... Je commence à parler aussitôt, vous m'interrompez. Non, mais vraiment, j'entends des choses qui, personnellement... Allez, on va laisser terminer François Patria, merci beaucoup. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, dans le maximum, dans 95% des cas, il y aura évidemment un retrait. Alors, je repose la question. Il y a quelques cas... Face à des LFI mélenchonistes, vous faites quoi? Ça dépend lesquels, par ailleurs. Et comment? D'abord, est-ce qu'on est sûr que le Rassemblement national va passer? Si nous sommes en difficulté et qu'on est sûr que le RN passe, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il faille se retirer. Mais je ne comprends pas, parce qu'on avait M. Macron qui a quitté ses habits de chef de l'État il y a 15 jours et qui a été celui de candidat de la majorité, d'ailleurs au mépris des règles institutionnelles et au fait qu'il n'est plus le président de tous les Françaises et les Français. Il disait que les LFI c'était l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, l'antirépublicanisme par rapport aux forces de l'ordre. Et aujourd'hui, ce que moi me choque, c'est qu'il y a les bons Français qui votent pour vous, il y a les mauvais Français qui voteraient pour nous. Mais laissez les Françaises et les Français, parce que nous on leur fait confiance, faire leur choix. Vous retirez des gens parce que vous estimez qu'on n'est pas fréquentable, mais ceux qui décident qui est fréquentable, qui est républicain, qui est légitime, c'est le peuple, c'est les urnes. Pendant 20 ans quasiment, on n'a pas eu recours au référendum, c'est bien dommage. De toute façon, la dernière fois, c'était M. Sarkozy en 2005 et elle n'a pas été suivie des faits puisqu'il a fait le traité de Lisbonne en 2007, où les Français avaient dit majoritairement non. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle des idées. Vous êtes sur des partis, on est sur les idées. Comment on fait pour remplir le frigo? Comment on fait pour faire un plein d'essence? Comment on fait pour s'éclairer sans que ça soit devenir un produit luxe? Comment on fait pour que, à la fin, la caisse l'inflation n'explose pas le budget des ménages? Aucune proposition. Depuis hier, je termine juste sur ça, on entend parler du Rassemblement national, du barrage républicain, mais le barrage républicain, il n'y en a pas, Monsieur Patria. Le barrage républicain, ça sera celui que les Françaises et les Français mettront dimanche, soit pour nous, soit pour le chaos. Et d'ailleurs, et ensuite on avance. Merci beaucoup, François Patria. Clémenceau qui a créé les brigades du TIC doit se retourner dans sa tombe en voyant que vous vous êtes allié avec les pires anti-flics du système. Je n'ai pas parlé de fréquentable ou de pas fréquentable, j'ai parlé de valeurs. Les valeurs que vous portez, que vous défendez, et l'histoire... J'espère que vous combattez les violences policières quand il y en a, parce que... Des violences illégitimes, monsieur, violences policières, c'est pas dans le code pénal. Quand il y a des violences policières, vous savez, la police, elle doit être irréprochable. Donc tous les policiers sont violents, monsieur. Surtout quand on a été policier, je crois qu'on doit... Non, c'est pas tous les policiers. J'ai jamais été mis en cause pour ça, monsieur, donc je suis à l'aise. Quand il y a des policiers qui ne respectent pas justement leur profession en la salissant. On est la profession la plus sanctionnée. Il faut pouvoir le condamner. Et vous en êtes incapable. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Alors, vous avez détourné le débat sur la police. C'est un thème intéressant. Vous êtes un laissez-passer pour les bavures. C'est dommage que vous stigmatisez une profession et vous êtes bien les fils. Vous avez appris la bonne leçon. C'est ne pas condamner justement ceux qui ne respectent pas la profession. Vous demandez aux policiers de garder leur sang-froid, montrer l'exemple parce que vous êtes un élu. Allez, je reprends la main. On accapare pas. Tout le monde parle en même temps. Personne ne comprend rien. Donc ça ne sert à rien. On s'arrête. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc on va boucler. Non, mais c'est un thème intéressant. Mais moi, je mène le débat. Et donc parlons des valeurs. Vous étiez sur les valeurs. Allons-y. J'étais sur les valeurs que porte le parti, le Front National aujourd'hui. Enfin maintenant, le Front National. Les valeurs qu'il porte en lui. Les porteurs de xénophobie, les relents toujours sur l'immigration, sur la sécurité, surtout faire son beurre tous les jours, son lait tous les jours, des faits divers, des difficultés rencontrées françaises pour aiguiser leur haine. C'est pas le principe que je défends. Mais continuez comme ça. Deuxièmement, attendez. Vos arguments, ça nous fait monter. Je vous promets que vous ne me prendrez jamais en défaut d'interrompre quelconque ici.
J'ai commencé ma réponse, vous m'interrompez aussitôt. Laissez-moi finir, je ne serai pas long. Non, mais le débat, c'est chacun parle à son tour. Bah, je vous écoute, on ne peut pas vous répondre. Merci. Vous répondrez après. Bon, deuxième chose, pouvoir d'achat. Attendez, ce que vous dites pour le pouvoir d'achat. Enfin, moi, je sais ce que j'ai voté ici, au Sénat. Je sais ce que ce gouvernement a fait pour que les Français, que la France du travail, que le travail paie, que la prime Macron soit versée, que les charges sur les bas salaires soient diminuées, qu'il y ait des moyens de donner en matière de pouvoir d'achat aux Français, qu'on ait fait le bouclier thermique, qu'on ait fait le bouclier. Tout ça, c'est du pouvoir. Tout ça, bouclier énergétique, pardon. Tout ça, c'est des mesures de pouvoir d'achat qui ont été. Moi, j'ai un fils qui a touché la prime d'activité. Il était content. Il gagnait 1 300 € par mois. Il a eu 400 € par mois. Il y a eu du pouvoir d'achat. Il y a eu du pouvoir d'achat. Mais heureusement, 110 milliards. Mais heureusement, la TVA, nous, elle coûte 14 milliards. Monsieur. Mais vous savez que la TVA, ça ne se répercute jamais. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Pendant 22 mois, mais c'est la TVA, déjà, ça concerne tout le monde. C'est en 2 ans qu'on a les prix d'électricité augmentés. C'est souvent les entreprises qui permettent de faire des marges et ça coûte à l'État. En fait, ça ne sert à rien. Je parle pas du CAC 40. Parlons du fond. Sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous savez, la meilleure mesure... Je peux répondre ou vous faites d'autres monologues, monsieur? On va laisser parler Yann Chantrel, merci. La meilleure mesure pour le pouvoir d'achat des Français, c'est leur salaire. Nous sommes les seuls à leur proposer déjà... Vous parlez effectivement des travailleurs qui gagnent le moins, ceux qui sont au SMIC. Nous sommes les seuls à leur proposer une revalorisation du SMIC. Le Rassemblement national à l'Assemblée, quand on l'a déjà proposé, a voté contre. Ça, c'est du pouvoir d'achat direct pour nos compatriotes. La revalorisation aussi des métiers des fonctionnaires, parce que le service public, on y est très attaché, et c'est effectivement des personnes qui votent pour vous, parce qu'elles sont éloignées du service public. Mais vous ne souhaitez pas le renforcer, puisque vous ne souhaitez pas augmenter le salaire déjà de ceux qui dispensent les services publics, et vous ne proposez rien contre la désertification médicale. Aucune proposition pour contraindre justement les médecins de s'installer dans ces zones qui sont désertifiées. Vous ne proposez rien sur le sujet. La seule chose que vous proposez, c'est la chasse aux immigrés. On peut répondre, mais vous savez, monologue, monsieur. Allons-y, Mathieu Vallet, je n'aurais pas entendu vos arguments. Mathieu Vallet. Je vais très vite. Rapide, ensuite on a un autre rendez-vous avec Claude Maluret en duplex. Je vais très vite. 3 réponses au propos de monsieur. La première, pour les médecins, on propose immédiatement, parce que le numerus clausus, les gouvernances successives que vous avez soutenues n'ont pas fait et ne permettent pas de recruter beaucoup de médecins aujourd'hui, donc on proposera aux médecins retraités de reprendre un cabinet en zone de désertification médicale en échange de l'exonération d'impôt sur le revenu. Sur la TVA, monsieur, vous savez combien ça coûte l'augmentation? Attendez, je vous ai écouté, monsieur. Vous savez combien ça coûte l'augmentation d'1 point d'indice pour la fonction publique? J'ai été fonctionnaire. Ça nous, sur la fiche de paie, ça fait 10 ou 15 € en plus. On n'est pas des mendiants. Vous augmentez tout de la même manière et ça coûte. C'est 10%. Ça coûte, mais 10%, vous savez combien ça coûte, monsieur? Non, mais ça, vous le chiffrez à combien? Vous nous, on propose aux entreprises. Mais non, monsieur, nous, on n'augmentera pas. Monsieur, on n'augmentera pas ça tout de suite. Parce que le budget il y a 3 300 milliards de dettes. Nous, on l'augmente. Vous voulez raser avec l'argent des futures générations. Allez hop, c'est moi qui reprends la main. On rejoint Steve Jourdain à la salle des conférences ici au Sénat, évidemment, avec Claude Maluret, sénateur Les Indépendants de l'Allier, proche Édouard Philippe et membre du parti Horizon. Steve, c'est à vous. Oui, le parti Horizon. Bonjour Claude Maluret. Bonjour. Le parti Horizon, votre parti, 31 députés à l'Assemblée nationale, avait 31 députés à l'Assemblée nationale. Hier, 40% de vos candidats ont été éliminés dès le premier tour. On peut parler d'échec cuisant? Oui, mais si n'était pas 40 candidats éliminés sur 31. Non, bien sûr, bien sûr. C'était 40% sur 80. Et par conséquent, il y avait beaucoup plus de candidats. Donc, il s'agit, bien entendu, je crois que c'est pas la peine de le nier. Pour la majorité, il ne s'agit pas d'une très bonne performance, il s'agit d'une contre-performance. Elle était prévue. Pour une fois, les sondages, depuis pas mal de temps, ont donné les chiffres qu'il y a eu à la fin. Donc, ça n'était pas une surprise. Est-ce qu'il y aura un groupe Horizon à l'Assemblée nationale dans les semaines? C'est ce que j'allais vous dire. Cette élection, c'est une élection à 2 tours et comme vous le savez, comme vous le voyez, le nombre de triangulaires, le nombre de désistements fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de prévoir exactement l'issue pour tous les partis. Pour ma part, je pense, bien sûr, en voyant les premiers résultats, en voyant les candidats qui restent qualifiés pour le deuxième tour, je pense qu'Horizon, j'espère bien sûr, mais je pense qu'Horizon aura un groupe à l'Assemblée à la fin de ces élections législatives. Parlons de ces consignes qui sont données dans la majorité présidentielle à l'approche du second tour. C'est pas toujours très clair. Parfois, on parle de barrage systématique au Rassemblement national. Parfois, on dit ce sera du cas par cas. Édouard Philippe, le chef de votre parti, dit tout sauf le RN et
et la France Insoumise. C'est aussi ce que vous pensez? Exactement. On s'est réunis hier soir après le résultat du premier tour pour discuter de notre position. Et donc, si la position de certains peut être un peu floue, comme vous dites, la note, elle est très très claire. C'est ni le Front National, ni LFI. Vous les mettez sur le même plan? Oui, moi je les mets sur le même plan. Je comprends qu'on peut à l'intérieur distinguer certains, etc. Mais enfin, aujourd'hui, la LFI, c'est Mélenchon, c'est lui qui dicte la politique. Et par conséquent, c'est un parti dont nous ne partageons ni le programme ni les valeurs. Nous appelons au deuxième tour, bien entendu, d'abord à soutenir nos propres candidats et au cas où nous n'aurions pas de candidats, à soutenir les candidats qui partagent non pas notre programme, mais qui partagent nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs démocratiques. Et qu'est-ce qui rapproche le Rassemblement national de LFI aujourd'hui? Pourquoi vous les mettez sur le même plan? Ce qui les rapproche est beaucoup plus fort que ce qui les sépare. Ce qui les rapproche, la haine de l'Europe, la haine de l'OTAN, la retraite à 60 ans, des programmes économiques délirants et qui sont très très proches les uns des autres avec des centaines de milliards qui entraîneraient demain la faillite du pays. Le pro-poutinisme, le pro-Assad, l'anti-américanisme. Il y a deux choses qui les séparent fondamentalement, l'immigration et Israël. Sur tout le reste, vous pouvez chercher, ils sont alignés depuis toujours, et notamment sur le problème de l'Ukraine, où ils sont tous les deux pro-Poutine et anti-Ukraine. Comme vous le voyez, je pourrais vous continuer la liste, c'est bien sur les valeurs, sur les programmes bien entendu, mais aussi sur les valeurs que ces deux partis sont extrêmement proches. Ce sont deux partis extrémistes, et ce qui les rapproche le plus, bien entendu, c'est l'extrémisme et le populisme. Donc nous n'appellerons pas à voter pour quiconque de ces deux partis. Très rapidement, l'ancien ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, qui appartient à votre parti, lui devrait bénéficier du retrait d'un candidat LFI en Seine-et-Marne pour pouvoir être réélu. Vous dites merci à la France Insoumise dans ce cas-là? Je pense que la France Insoumise ne fait rien par hasard, qu'elle ne fait pas ça pour faire plaisir à Valletoux, qu'elle a décidé qu'il fallait faire barrage au Front National dans sa circonscription sans doute, et par conséquent, elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Merci beaucoup, Monsieur Malhuret. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous les deux. Martha de Cidrac, c'est à une recomposition qu'on va sans doute assister, qu'on est en train d'assister déjà entre ces deux tours. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de votre parti? On se souvient qu'à quelques jours du premier tour, Aurélien Pradier disait « LR est mort ». Mais vous savez, cette question nous est déjà posée depuis quelque temps. On n'a pas attendu, en fait, ces élections-là pour que cette question nous soit posée régulièrement aux Républicains, avant même tout ce que l'on a pu vivre ces dernières semaines. Donc, mais ça pose une question de stratégie. Est-ce que la ligne indépendante, c'est la ligne de la survie? Mais je pense qu'il y a fondamentalement une droite aujourd'hui dans ce pays qui est modérée et que cette droite-là a le droit aussi d'exister. Et je pense que ceux d'entre nous qui n'avons pas fait le choix Ciotti, qui n'avons pas fait le choix de nous rapprocher du RN, et ceux qui aujourd'hui rejettent ce front de gauche dans lequel nous avons en réalité beaucoup d'extrêmes, et moi je ne me résous pas et je ne comprends pas tous ces collègues modérés de la gauche qui ont pu faire cet attelage avec LFI. C'est quelque chose qui pour moi est incompréhensible. Permettez-moi de terminer aussi mon raisonnement. Et lorsque j'entends Édouard Philippe qui dit moi je veux bien certains du front de gauche mais pas les LFI, moi je veux bien, ça veut dire tout simplement que circo par circo, ils vont regarder ce qui se passe, ce que fait en réalité tout le monde. Donc je ne vois pas en quoi cela a quelque chose de particulier. Lorsque j'entends Renaissance qui nous demande aujourd'hui, dans certaines circonscriptions, de faire des choix entre les uns et les autres, moi je pense qu'il faut laisser véritablement, et je pense que nous sommes dans la bonne ligne. Ce n'est pas parce que nous avons un réveil douloureux que pour autant la droite modérée est disparue. Je ne le crois pas. Et sur le plan des valeurs et peut-être aussi des programmes, puisque finalement les uns et les autres, vous avez pu exposer un certain nombre d'idées ou d'éléments de programme. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement du Rassemblement national aujourd'hui ? Ce qui nous différencie, c'est que la France n'est pas une île isolée. La France vit sur une planète et dans un monde complexe avec beaucoup de difficultés. Donc moi demain, vous n'avez pas échappé, moi demain, j'ai de vraies interrogations sur quelle sera la parole de la France dans ce concert des nations, quelle sera la parole de la France au sein de l'Union européenne, quelle voix allons-nous porter en réalité et quel message, quelle vision du monde allons-nous porter vis-à-vis également de nos partenaires au-delà
de nos frontières. C'est quelque chose qui est éminemment important. Et nous ne portons pas du tout les mêmes messages, Monsieur Vallée. Permettez-moi. S'agissant du front de gauche, j'ai aussi un petit peu des inquiétudes s'agissant de LFI. D'ailleurs, Claude Malhuret l'a d'ailleurs rappelé rapidement au détour de son intervention. Par rapport à l'Ukraine, il y a une forte ambiguïté des deux côtés. Des deux côtés. Moi, j'aimerais bien... Alors, je peux vous arrêter tout de suite, il suffit de regarder... Non, excusez-moi, permettez-moi de terminer. Donc, je pense que par rapport à ces sujets qui sont éminemment importants, éminemment stratégiques, il est important quand même de le rappeler. Moi, je vous dis sincèrement, je ne vois pas de quelle façon on peut comparer aujourd'hui la droite républicaine, la droite modérée. Je préfère d'ailleurs modérée, parce que républicain aujourd'hui est utilisé de tous les côtés, donc on ne sait plus trop véritablement... Pose la question du nom de votre parti, d'ailleurs. C'est un autre sujet qui nous incombe. Vous avez raison de poser la question, et je pense que c'est un sujet qui sera de toute façon débattu entre nous le moment venu. Mais là, tout de suite et maintenant, je pense que la droite modérée existe toujours, et nous avons de vraies différences avec les extrêmes. Vous m'offrez un thème. Parlons de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez à la critique sur, finalement, de vraies différences d'appréciation sur la situation en Ukraine, au sein même de l'Alliance du Nouveau Front Populaire? C'est totalement faux. D'ailleurs, je vous invite à lire notre programme, justement, puisque c'est écrit. Il y a tout un charte de valeurs, justement, sur lesquelles nous ne transigeons pas. Et l'Ukraine en fait partie. Donc, en fait, vous répandez des fake news, des fausses nouvelles, puisque ce que vous dites est complètement faux. Nous sommes un des plus forts soutiens, je peux vous le dire moi-même, qui m'occupe des Français établis hors de France. Je sais ce que c'est, parce qu'il y a des ressortissants. C'était pas flagrant pendant la campagne des Européennes entre Manon Aubry et Raphaël Glucksmann. Et je peux vous dire que, en tout cas, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On a tranché, on a fait un accord. Et quand vous vous présentez auprès des Français, il faut regarder l'accord de coalition que nous proposons. C'est notre programme, justement. Et le seul, parce que finalement, le choix, effectivement, c'est entre nous et vous. Désormais, c'est entre le Rassemblement national et effectivement le nouveau Front populaire, puisque Emmanuel Macron a réussi, en tout cas, sa seule réussite, c'est d'avoir dissous son propre camp. Ça, il l'a complètement dissous, et il ne reste plus que nous. Et la seule alternative, dimanche prochain, et il y a encore des possibilités de changer le vote, justement, c'est pas fait, il y a une élection. Il y a également beaucoup de Français, même s'il y a une hausse de la participation qu'il faut saluer, il y a encore beaucoup de Français qui n'y ont pas participé. Et je dirais que ces Français ont entre leurs mains, justement, le destin de notre pays. Parce qu'effectivement, sur l'international aussi, notre pays sera fortement affaibli si nous avons, justement, le Rassemblement national qui le dirige. Vous pourrez boucler cette partie concernant l'Ukraine, mais Mathieu Vallée... Pardon, excusez-moi. Mathieu Vallée, dans le programme du Rassemblement national pour ces élections législatives, il y a le fait de ne pas livrer de missiles longue portée. Sauf que quand on écoute les spécialistes militaires, en fait, c'est condamner l'Ukraine à faire la guerre avec une main, voire deux mains dans le dos, donc la perdre. D'abord, moi, j'ai assisté au débat des Européennes lorsque M. Glucksmann était sur le plateau. Effectivement, on n'a pas les mêmes positions. Moi, je ne partagerai pas vos idées puisque je consens et j'essaie d'être honnête intellectuellement que vous défendez une position très triviale sur l'Ukraine par rapport à vos autres alliés de votre nouvel acte PES 2.0. Non, mais vous avez vos opinions à vous qui sont pas ceux de la France Insoumise, c'est ça que je veux dire. On soutient l'Ukraine, et donc pour l'Ukraine, sur les missiles à longue portée, sur les missiles à longue portée, on est contre, puisque en fait, si vous voulez, on va pas se substituer à l'Ukraine. Les équipements militaires, l'armement qui lui est actuellement livré, ainsi que l'aide humanitaire et les financements qui ont été votés, 50 milliards par l'Union européenne en début d'année, c'est quelque chose que nous soutenons, que nous maintiendrons et nous n'infléchirons pas la politique étrangère sur ce sujet-là. Nous, le but, c'est que l'Ukraine retrouve pleinement sa souveraineté. Maintenant, la guerre en Ukraine a éclaté, voilà, plus de 2 ans. Et en réalité, rien n'a changé. Au contraire, les forces ukrainiennes reculent. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que la position s'il n'y avait pas eu l'aide américaine et européenne, ce serait encore pire. Non, mais je sais bien. Mais nous, on prône une solution où la Russie retire complètement... Attendez, je ne vous ai pas coupé, M. Chantrel. Où la Russie retire complètement ses troupes pour que l'Ukraine retrouve... vous allez boucler. C'est ce que M. Hugues dit. Retrouve pleinement sa souveraineté. Et sur le conflit israélo-palestinien, c'est pareil. On est dit... Parce que, s'il vous plaît, je reste sur l'Ukraine. Non, mais sur l'Ukraine, excusez-moi. Il faut bien qu'on décide. Je reste sur l'Ukraine. François Patria. Je crois que j'ai eu 5% du temps de parole. Non, alors, pas du tout. Je suis très sensible à ça. Alors on vérifie. Allez-y. Faites-moi confiance. Je fais attention à ça. Je suis assez direct. Je suis assez direct. Je peux le dire. Bon, moi sur l'affaire de l'Ukraine, je pense qu'il faut être... D'abord, contrairement à ce que vous dites,
Heureusement, l'Ukraine tient, elle tient bon, elle tient encore. L'attaque sur Kharkiv a échoué et l'Ukraine tient bon, aujourd'hui elle tiendra. Et je souhaite qu'elle récupère son territoire. Et ne pas lui donner les moyens de se défendre contre des troupes russes qui, à l'intérieur, derrière, tirent pour détruire les villes, c'est les mettre en état d'infériorité. Est-ce le cas des propositions du RN? Non, mais la seule... Là, j'ai qu'une réponse à vous faire. Regardez la presse, aujourd'hui, russe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne souhaite qu'une chose, la victoire de M. Bardella en France. Elle souhaite la victoire de Mme Le Pen. Regardez la presse, regardez les éditoriaux. Ils se gorgent de cela aujourd'hui. Ils ont tout fait pour que M. Bardella et Mme Le Pen progressent en France. Ils ont fait sur le territoire français, par Internet, par tous les moyens de le faire. Et ils sont aujourd'hui, s'en réjouissent. Ça prouve bien qu'il y a, qu'on le veuille ou non, c'est le député, excusez-moi, mais une alliance tacite entre aujourd'hui votre parti et M. Poutine. C'est comme ça. D'accord avec vous, c'est comme ça. Qui a financé la campagne présidentielle de Mme Le Pen, il faut s'en souvenir quand même. Elle a été remboursée. D'ailleurs, vous devrez financement des banques françaises. C'est un vrai sujet. Vous qui êtes un républicain, il devrait y avoir une banque publique, même pour les sénateurs, moi, je défends une banque publique de financement. Allez, encore un mot. Non, mais sur l'Ukraine, précisément, on va avoir un moment important de bascule potentielle dans ce conflit, qui va être l'élection américaine. Ou potentiellement... Nous l'espérons pas. Peut-être que vous, oui. Donald Trump sera au pouvoir, parce que Donald Trump était soutenu par Marine Le Pen quand il était au pouvoir. Il faut quand même le rappeler. Et Donald Trump, justement, au niveau de l'aide à l'Ukraine, potentiellement, les Américains risquent de se retirer. Est-ce que vous... Parce que nous, c'est le cas, il faudra pouvoir compenser le retrait, justement, potentiel de cette aide américaine. Et nous, ça, là-dessus, on est complètement d'accord. Il faudra que l'Europe soit à la hauteur, justement, et finance à hauteur de ce qu'a pu faire les Américains. Vous pourrez répondre à la fin, mais je veux bien entendre. Moi, j'avais une question pour M. Chantrel, parce que M. Chantrel utilise beaucoup le « nous ». Mais moi, j'aimerais bien que vous nous disiez de quel « nous » vous parlez, parce qu'au sein du Front populaire, aujourd'hui, il y a quand même des sensibilités différentes qui s'expriment. Et donc, j'aimerais bien, véritablement, qu'à un moment donné, vous clarifiez ceux qui d'entre vous sont dans le champ que moi j'appelle modéré encore et ceux qui sont toujours et encore dans le champ des extrêmes. Et les filles, évidemment... Arrêtez avec cette histoire des extrêmes. Vous savez, on est au Sénat, on est respectueux des institutions. Il y a une institution qui s'appelle le Conseil d'État qui a établi justement un référentiel qui disait où étaient les partis, et les filles n'est pas dans les extrêmes. Ce que vous faites là favorise l'extrême droite. Arrêtez de dire des choses pareilles. Avec cet argument. Et d'ailleurs, le macronisme qui a voulu créer un centre de la raison. Vous ne répondez absolument pas parce que vous n'êtes pas capable de répondre. Je vous renvoie aux élections. Il n'y a pas de différence entre nous sur les sujets que je viens d'aborder. Je vous renvoie aux élections européennes. Monsieur Glucksmann, aujourd'hui, est dans le Front républicain. Dans le Front populaire. Dans le Front républicain également. J'aimerais qu'on m'explique précisément quelles sont les positions des différents membres du Front populaire aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai des vraies questions. J'ai des vraies questions. Vous avez déjà répondu plus ou moins à cette question. Il n'y a pas différentes positions puisqu'elles sont communes. On a un projet justement de coalition sur lequel on s'est entendu. Très bien. On a des propositions communes. Allez hop, je reprends la main. Il reste 10 minutes dans ce débat et on va retourner salle des conférences avec Steve Jourdain. Vous êtes avec la sénatrice communiste de la Loire, Cécile Cukierman. Oui, Cécile Cukierman, bonjour. Bonsoir. Vous avez présenté une cinquantaine de candidats au premier tour. Une quinzaine d'entre eux sont déjà éliminés. Le chef de votre propre parti, Fabien Roussel, est éliminé dans la 20e circonscription du Nord. Est-ce qu'on peut parler de défaite historique pour les communistes aujourd'hui ? Écoutez, malheureusement, nous avons connu d'autres. Moi, je veux quand même faire des distinctions. Il y en a qui, effectivement, sont éliminés. Fabien Roussel a déjà été battu par le Rassemblement national et je crois que le vrai enseignement et le vrai échec d'hier soir, c'est celui-ci. C'est le Rassemblement national qui a de très nombreux députés élus dès le premier tour et qui effectivement bat des députés sortants et continue son emprise sur des territoires. Vous avez aujourd'hui une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que votre groupe va se maintenir dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale ? Vous allez pouvoir faire un groupe ? Oui, je crois que mathématiquement, la question ne se posera pas. Il sera forcément différent. De fait, avec des personnalités même en moins, mais il continuera d'y avoir un groupe. Nous continuerons d'être celles et ceux qui défendent ce monde du travail et du travail dans tous les territoires. Précisément, 57% des ouvriers ont voté Rassemblement national. Est-ce que ça acte la fin ? Est-ce qu'il faut acter la fin du lien que vous avez, vous, communistes, avec le mouvement ouvrier, avec le mouvement du travail ? Est-ce qu'il ne faut pas changer
changer de stratégie quand on voit qu'une majorité aujourd'hui d'ouvriers votent pour le Rassemblement national? Vous savez, je crois qu'il faudrait regarder, y compris dans les études historiques et sociologiques, le monde ouvrier a toujours voté de manière très diverse. Donc je crois que personne, en tout cas, en a le monopole. Et non, bien au contraire, parce que moi, je demeure convaincue que c'est par le travail que l'on s'intègre, que l'on sociabilise. Et ça reste toujours, en tout cas, un des enjeux essentiels de la politique. Permettre aux gens de se former, permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions et parce qu'ils travaillent, pouvoir bénéficier d'une retraite. Parlons des consignes de vote pour le second tour. Déjà, 16 candidats communistes se sont désistés en faveur d'un candidat macroniste. Il faut le dire, il faut le répéter. La Macronie, entre guillemets, n'est pas égale au Rassemblement national qui est un parti à part pour vous? Oui, mais nous nous sommes désistés dans l'ensemble des circonscriptions où nous n'étions pas en capacité d'être premier ou deuxième et nous le faisons en faveur des forces républicaines avec lesquelles nous avons des divergences démocratiques. Mais pour que ce combat démocratique, que cet exercice de la démocratie puisse se faire, cela doit s'inscrire dans les valeurs de la République. Et j'ai personnellement appelé dans mon département à voter pour l'ensemble de ces candidats au-delà de leurs étiquettes politiques, qu'ils soient effectivement de la France Insoumise, du Parti Socialiste, Modem ou les Républicains. Vous croyez encore à une victoire du Nouveau Front Populaire dimanche? On verra ça dimanche. D'abord, je crois que la politique, c'est pas croire, mais c'est faire réagir. Et pour ma part, je continuerai de faire réagir pour qu'il existe une gauche offensive, combative dans notre pays. On suivra ça, bien évidemment. Merci. Madame Cukierman, d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous les deux. Merci Steve. Encore une fois, il nous reste quelques minutes dans ce débat et je voudrais qu'on parle de la suite de l'avenir d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe disait la semaine dernière qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle avec la dissolution. François Patriat, est-ce que vous êtes en deuil? Non, je ne suis pas en deuil du tout et je suis plus que jamais en soutien du président. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que on va voir passer les élections, on verra les accords électoraux qui ont permis de faire élire le premier secrétaire au premier tour, j'entends bien. Tout cela ne tiendra pas longtemps. Je crois qu'il y a, au niveau du Nouveau Front Populaire, qui n'a de nouveau que le nom, entendu, des forces capables de réfléchir au-delà d'un accord électoral. En second lieu, non pas en deuil de Macron, parce que je pense que demain, quoi qu'il se passe, les Français auront besoin d'un président fort et qui, à l'Élysée, tienne la barre et tienne la maison. Que ce soit le Rassemblement national qui gagne demain, et dans ce cas-là, il faudra vraiment. Je ne dis pas qu'il faut s'opposer quoi que ce soit. Il faudra que les principes soient tenus, que la République soit maintenue, que le cadre institutionnel soit maintenu. Il faudra donc un président fort. Donc tous ceux qui aujourd'hui font du Macron-bashing depuis 7 ans, discipline dans laquelle nous aurons la médaille d'or aux Jeux Olympiques dans ce pays. Je l'entends bien, on va l'avoir. Non mais là c'est au sein même de votre camp, François Patriat. Au sein de notre camp, mais on voit les distensions s'afficher. Non mais qui est des tout est merveilleux quand on prend une plaque électorale. Qu'il y ait aujourd'hui des déceptions tristes parce que certains députés sont battus, parce que certains ministres doivent quitter. Je l'entends bien. J'ai été moi-même 10 ou 2 fois, je connais cette situation, je l'ai vécue, j'ai perdu 2 fois, je sais ce que c'est. Donc c'est vrai qu'on peut avoir de l'amertume à ce moment-là. Il n'empêche que demain, une fois que les élections seront passées, on aura besoin, et je vous invite, au lieu de critiquer toujours le président, à faire en sorte que demain, il y ait un président qui soit impartial, qui soit là pour tenir la maison, pour tenir la République, et c'est à cela que je m'attache aujourd'hui. Donc je ne suis pas en deuil, je suis en soutien. Mathieu Vallet, quelle sera la place d'Emmanuel Macron si Jordan Bardella est à Matignon? Est-ce que ce sera un président honorifique? Je reprends volontairement la formulation de Marine Le Pen quand elle parlait du rôle de chef des armées. Non, mais l'article 20 de la Constitution dit que le Premier ministre dispose de la force armée et détermine et conduit la politique de la nation. Voilà, la messe est dite, c'est exactement ce qu'a dit Marine Le Pen avec des formules simples. Mais ça ne rend pas pour autant le président honorifique. Mais en tout cas, on sera respectueux des institutions. Je ne pense pas que durant 2 ans, vous avez vu le Rassemblement national bordéliser l'Assemblée nationale ou être contre les institutions. Nous avons respecté le schéma parlementaire, nous avons fait des propositions sans obstruer. La majorité auquel appartient désormais M. Chantrel, elle a fait des milliers d'annonces sur les retraites. D'ailleurs, c'est quand même marrant. On prend les électeurs pour des cocus. On leur dit lors de la réforme des retraites, on est contre le gouvernement, on est contre le 49.3, on fait les manifestations durant 6 mois et on abrogera la réforme. Et puis pour des questions de postes et de sièges électoraux, on s'assoit dessus. Et par exemple, la circonscription de Mme Borne, la candidate de la France Insoumise ou du Nouveau Front Populaire se retire. Où sont les convictions? Quand M. Rousseau intègre le Nouveau Front Populaire de M. Chantrel, où sont les convictions qui a été l'ardent constructeur de cette réforme et du 49.3. Et je termine juste sur ça. J'ai été policier pendant 20 ans. Et ça fait 3 mois que je suis en politique. Je ne suis pas un vieux routier de la politique. Peut-être de ce qui me distingue des sénateurs dont je respecte l'expérience et évidemment la légitimité électorale. Mais moi, je respecte les gens. Je ne dis pas il y a les bons, il y a les mauvais. Et je le redis parce que ça me choque.
le maître suprême dans le pays, c'est De Gaulle qui disait ça, je suis très attaché au général De Gaulle, c'est le peuple. Et si je suis moi élu en tant que député européen par le peuple, si demain les députés, sans parler de ceux qui ont été élus évidemment au premier tour, sont élus par le peuple, la messe est dite et c'est terminé. Donc moi, je termine, monsieur Patria, je ne chanterai pas la Saint-Macron parce que visiblement, si on vous écoute, il a tout bien fait, tout réussi, il est meilleur que tout le monde. C'est l'arrogance. Et je pense que les claques électorales que vous prenez au fur et à mesure... Attendez, vous voulez qu'on vous laisse parler, c'est fini. Vous prenez les claques électorales le 9 juin, vous en prenez une hier et vous restez dans cette arrogance et ce mépris des Français. Il a battu 2 fois Mme Le Pen. Et donc, on est rassuré, c'est-à-dire que M. Macron tient la barre. Sur les émeutes, il l'a vachement tenu. Sur la présomption d'innocence du policier qui a fait usage de sa face à Naël, il l'a vachement tenu. Sur les retraites, il l'a vachement tenu. Yann Chantrel, votre avis sur la... Soyez pas présent. Je fais en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Juste, je termine mon propos. Merci beaucoup. Merci. Yann Chantrel, vous avez été apostrophé par Mathieu Vallet, mais je rajoute... Sur les retraites et les positions. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on reste sur la question de la place du président de la République et du respect des institutions. Est-ce qu'un rassemblement national au pouvoir, ça vous inquiète ? Évidemment que ça nous inquiète. Non, mais pourquoi Pourquoi évidemment que ça nous inquiète et c'est pour ça qu'on fera tout pour que justement il n'y ait pas cette majorité. En quoi alors que effectivement, déjà, à l'Assemblée, ils respectent les institutions depuis 2 ans. Vous avez dit à Marine Le Pen ne peuvent qu'inquiéter. Déjà, elle ne respecte même pas le propre poste pour lequel elle postule, puisqu'elle dit que le chef des armées, ça ne serait pas le président, c'est juste un rôle d'acteur. Mais sur la réforme des retraites notamment, monsieur, je vous confirme qu'on a fait beaucoup d'amendements pour la combattre. Ça n'a pas été votre cas, vous n'avez rien fait, vous avez dormi à l'Assemblée, vous n'avez pas ouvert votre bouche. Et d'ailleurs, à tel point que vous ne la combattez plus. Nous, si on est élus, elle est finie. Dès le lendemain, c'est terminé. Non, nous, ça sera l'automne, parce qu'on est raisonnable. Oui, vous repoussez à l'automne, et après, vous repousserez peut-être à l'année d'après. Vous le repousserez sans arrêt. Et le Parlement, vous savez, vous pouvez le réunir immédiatement, c'est terminé. Non, mais ça s'appelle une session extraordinaire. Il va d'abord falloir élire un bureau, un président. Il suffit de la faire dès le 18. Donc vous êtes jamais allé à l'Assemblée, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous dire que ça fonctionne comme au Sénat et qu'il y a des sections extraordinaires. Il va falloir apprendre les institutions. Mais en tout cas, le président de la République, et ce que M. Patria m'inquiète, c'est-à-dire qu'il a beau justement avoir des défaites électorales et il ne se remet jamais en cause. Ça n'est jamais de sa responsabilité. On termine. Il a été élu en 2017. Je suis obligé d'interrompre les uns après les autres. Pour faire le barrage à l'extrême droite le compteur et aller aux portes du pouvoir. Martha de Cidrac. Ce bilan-là, la moindre des choses, c'est déjà de faire amende honorable. Merci Yann Chantrel. Il y a peut-être un problème. On a entendu. Avec Emmanuel Macron. Allez, on va terminer avec Martha de Cidrac. On a entendu Marine Le Pen. Réclamer plusieurs fois, messieurs, s'il vous plaît. On a entendu Marine Le Pen réclamer plusieurs fois la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous le faites aussi ou est-ce que ça vous choque ? Moi, je pense qu'au contraire, elle devrait lui donner la carte d'honneur du Rassemblement national, M. Vallet, parce que c'est grâce quand même à Emmanuel Macron qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, je crois que depuis... Grâce à quoi ? Grâce au vote des Français le 9 juin, madame. Bien évidemment, mais pourquoi ? Le peuple, en fait. Mais non, pas du tout. Laissons Martha de Cidrac conclure. Merci beaucoup. Je pense, et c'est ma conviction, que Emmanuel Macron n'est pas du tout étranger à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et quand je dis le président, absolument pas. Et je le dis vraiment très sereinement et très calmement. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation totalement inédite parce que depuis des mois, depuis des années, nous sommes au début d'un 2e mandat d'Emmanuel Macron. Ça a été une de ses grandes promesses, rappelez-vous quand même. Voilà, qui n'a pas été tenue. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation inédite. Je pense qu'on a été assez équilibré dans les temps de parole. Je ne sais pas. Je vous dis ça, François Patria. Et merci à tous d'avoir participé à ce débat qui est terminé. Malheureusement, on aurait pu continuer, mais on en fera d'autres sur cette antenne. Demain, rendez-vous 18h, 22h. Et notez que Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, qui vient effectivement d'être élu dès le premier tour dans le Nord, sera l'invité d'Oriane Mancini demain matin. Bonne soirée.